Bonjour. En fait, je vais faire une vidéo pour la leçon d'aujourd'hui. Donc, les exercices, on va considérer qu'ils sont bons. Et on va continuer. En fait, tout ce qu'on a vu va nous permettre de déterminer la configuration électronique de n'importe quel élément, que ce soit un atome, un anion, un atome neutre, ou alors euh, un atome excité. Alors, la première chose qu'on va utiliser, ce sont des diagrammes orbitaux. Donc, si on veut connaître la répartition des électrons dans les différents niveaux d'énergie, c'est-à-dire dans les différentes sous-couches, on va procéder d'une manière que je vais présenter. On doit d'abord établir ce qu'on appelle le diagramme orbital, c'est-à-dire qu'on va placer chaque niveau énergétique, donc vous voyez 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d. Attention, euh, vous voyez que la 3D elle se situe au-dessus de la 4S. Donc la 4S apparaît avant la 3D, on va en reparler. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc les orbitales d'un niveau énergétique sont symbolisées par des traits horizontaux. Donc je rappelle, par exemple pour la 2P, on avait ici trois orbitales. On avait la PX, PY et PZ. Ça va? Alors, les orbitales S, P, D et F d'un même niveau possèdent des énergies différentes, c'est-à-dire que le niveau énergétique de la 3S est inférieur au niveau énergétique de la 3P, qui lui-même est inférieur au niveau énergétique de la 3D. Autre chose, les niveaux énergétiques convergent, c'est-à-dire que la différence d'énergie entre les niveaux diminue plus on monte, plus le nombre quantique principal n est important. Les orbitales qui sont situées sur le même niveau, comme les P, on dit qu'elles sont dégénérées, parce qu'elles ont la même énergie. Donc il y a les P et les D, les F, on n'aura pas d'exercice avec. Alors, comment retenir euh, l'ordre des niveaux énergétiques? En fait, on peut le faire grâce à la règle de Kleshkovsky. Donc l'idée, c'est qu'on écrit tout d'abord la suite normale de l'apparition des orbitales et on va les remplir petit à petit. Donc, je vais le faire ici à côté. Pour n égale 1, on a là un S. n égale 2, on a une 2S et une 2P. D'accord? Là, un S. On a n égale 2. On a 2S, 2P. Et n égale 3. On a la 3S, 3P et 3D. Donc on les écrit comme ceci. Ensuite, comment on va pouvoir les relier? En fait, on trace des traits en diagonale. Donc, on a là un S, on repart. Ça va? On a la 2S. Et vous voyez, ensuite on fait 2P, 3S. On revient. Ensuite, on a la 3P qui descend jusque la 4S, et ainsi de suite, on aura l'ordre des orbitales. Mais vous verrez, c'est tout le temps la même chose, donc on peut également les retenir par cœur, mais il y a cette méthode pour éviter de les connaître par cœur. Alors, quand le diagramme orbital est constitué, c'est tout le temps le même, hein, d'accord? euh, on va pouvoir représenter la manière dont les électrons vont se distribuer sur les différentes orbitales. On doit pour ce faire respecter les règles suivantes. Lorsque le diagramme orbital est constitué, on peut établir la configuration électronique de l'atome. Donc, on va représenter, hein, ce n'est pas la réalité, c'est une représentation de la manière dont les électrons vont se distribuer sur les différentes orbitales. En vertu de principe d'exclusion de Pauli, donc on peut se baser sur les spins, hein, on ne peut placer que 2 électrons par orbital.
Bien entendu, on va introduire les électrons du niveau le plus bas vers le niveau le plus haut. Et suivant une autre règle, la règle de Hund, en fait, quand on a des orbitales dégénérées, par exemple à 2p, donc j'ai 3 orbitales, je place d'abord un électron que je représente par un petit trait dans chaque orbitale. Donc si par exemple j'ai que 3 électrons dans ma 2p, ils vont se placer de cette manière. Ensuite, je peux introduire un quatrième. Donc le quatrième, je vais le mettre dans une orbitale qui est déjà occupée. Pour rappel, ceci, le spin vers le haut, donc on va dire que c'est S égale à moins 1,5, et ce symbole-là, le spin vers le bas, oh non, on va dire que c'est S égale à plus 1,5, et le spin vers le bas correspond à S égale moins 1,5. Donc ici j'ai 4 électrons, je vais en mettre un cinquième, je vais le mettre ici, et je vais mettre un sixième, je vais le mettre dans la dernière, mais je ne vois pas ma flèche, je vais le mettre ici. D'accord? Donc on en met d'abord un dans chaque orbitale, et puis on recommence à remplir les orbitales dégénérées. Alors, je vais changer... alors, je vais le retrouver. Il n'est pas ici. Si. Ah, si, il est là. Voilà. Donc, je vais faire le chlore avec vous. Donc, on va faire la configuration électronique d'un atome de chlore et vous ferez ensuite vous-même l'atome de cuivre. La première chose à faire, c'est de savoir combien d'électrons possède l'atome de chlore. Et il en possède, je vais regarder parce que je vois pas grand-chose, 17. C'est le numéro de sa case. Hein. Donc, le chlore, il possède 17 électrons. C'est parti, on va remplir. Donc je vais en mettre 17. Je en mets un sur la 1s, je mets le deuxième. Donc j'ai 2 électrons. Sur la 2s, je remplis ma 2s. Je remplis ma 2p. Donc j'ai 2 électrons. Et là j'en ai 6 électrons. Donc en tout, j'en ai 10 électrons. Je vais continuer. Ma 3s, j'en mets 2 en plus. Ça fait 12. Et donc il m'en reste 5. D'accord? Donc ici j'ai mis 2 électrons. Il m'en reste 5 à mettre. J'y vais. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc j'ai bien mis 5 électrons. J'ai bien en tout 17 électrons. Je vous demanderai de faire la même chose pour l'atome de cuivre. Donc je rappelle, le nombre d'électrons, c'est le numéro de la case atomique de l'électron, de l'atome. Alors, on peut également les écrire autrement. Et ça évite de faire ce diagramme de configuration qui n'est pas très facile. Enfin, il faut chaque fois le dessiner, donc c'est assez embêtant. Je peux le reprendre. Donc ici, on va le noter de cette manière, c'est-à-dire que dans l'orbital 1s2, je mets 2 électrons. Dans la 2s, je mets 2 électrons. La 2p, j'en ai 6. La 3s, j'en ai 2. Et la 3p, j'en ai 5. Donc c'est l'autre manière. Moi, j'utilise plus celle-là. Elle est plus facile à utiliser. Donc c'est l'autre manière d'écrire la configuration électronique. Ici, c'est la configuration électronique pour l'atome de chlore. Alors, la coque valentielle.
La coque valentielle va regrouper les orbitales du dernier niveau énergétique. Ce niveau commence par l'orbital S du nombre quantique principal le plus élevé. La coque valentielle d'un atome de cobalt, par exemple, c'est 4s 3d7. La coque valentielle, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver les électrons réactionnels, parce qu'en fait, il n'y a que les électrons de la dernière couche, la coque valentielle, qui vont jouer un rôle dans la formation des liaisons. Tous les autres électrons qui sont dans les orbitales en dessous de cette dernière coque valentielle ne vont jouer aucun rôle dans les réactions chimiques. Donc en fait, on s'attache qu'à cette coque valentielle. Les autres électrons, comme ils n'interviennent pas dans les réactions chimiques, on en accure. Donc si je veux dessiner la coque valentielle pour le chlore, ça va être la 3s 3p5. Donc ça, c'est la coque valentielle. Donc, ça, attention, la coque valentielle commence par l'orbital S du nombre quantique principal le plus élevé. Vous voyez bien ici, la coque valentielle, c'est 4s 3d7. 4s2 3d7. Alors, je vais vous demander de me représenter la configuration électronique d'un ion. Donc, par exemple, du brome, du Br-. Ça signifie quoi, un ion? Donc ça, c'est l'ion. Ça veut dire Br-, c'est qu'il a perdu un électron. Donc, par exemple, le brome, il va subir une réaction et il va perdre un électron. Il va devenir, non, excusez-moi, il n'a pas perdu, il a gagné. Donc, le brome, il va réagir, il va additionner un électron et il va devenir Br-. Donc, le brome, il a 35 électrons, plus un électron, ça va faire 36 électrons. Ça va? Donc je vous demanderai de dessiner la configuration électronique du brome. Pour le calcium 2+, lui, il a perdu 2 électrons. Dans le tableau périodique moderne, les éléments sont ordonnés par numéro atomique croissant et regroupés en fonction de leur similitude de réactivité chimique. C'est comme ça en fait que Mendeleïev a réussi à créer ce tableau. C'est par rapport à la réactivité chimique similaire des différents éléments. Donc Mendeleïev l'a fait de façon empirique, donc par essai erreur par rapport à la façon dont le calcium réagit, le brome réagit, etc. Et nous, on arrive maintenant à l'expliquer grâce à la configuration électronique des atomes. C'est ce qu'on va montrer dans cette partie. Là, donc les périodes du tableau, donc dans le tableau périodique, les éléments sont placés en ligne. On commence une nouvelle ligne chaque fois qu'une orbitale S change de nombre quantique principal. Donc, on peut dire que la première ligne, c'est n égale à 1, deuxième ligne, n égale à 2, n égale à 3, n égale à 4 et n égale à 5. Donc, c'est assez admirable que grâce à la théorie quantique, on arrive à expliquer le tableau périodique de Mendeleïev, ou alors on peut le voir de l'autre façon, que Mendeleïev a réussi à créer un tableau euh, qui est toujours valable après cette théorie quantique chimique. Donc, vous voyez, sur la deuxième ligne, on n'a que des nombres quantiques qui sont équivalents à 2. D'accord?
Alors la configuration 1s2, ici, ça correspond à l'hélium. Et l'orbitale S, elle est remplie, puisque dans une S, on peut mettre 2 électrons. On va la placer au-dessus de la colonne 2p, la 2p6, qui elle également est remplie. En fait, les éléments de la dernière colonne ont toutes leurs orbitales remplies. On va appeler ça les gaz nobles ou les gaz rares. Et je vous ai dit que les électrons de la coque valentielle, c'est eux qui réagissaient. Eh bien, quand cette coque valentielle est pleine, les atomes n'ont absolument pas envie de réagir et les gaz nobles sont très difficiles à mettre en réaction. Alors, une autre façon de voir le tableau périodique, en fait, on va la dessiner ici. Vous remarquez que en fait, on a un bloc ici. Ça, c'est le bloc S. Ici, on a le bloc P. Et ici, on a le bloc D. Voilà. Et on a également la famille des tableaux périodiques. Donc, dans la première colonne, si on regarde encore ici, dans la première colonne, qu'est-ce qu'on a? On a tous les éléments qui sont une S1. Ici, on a une S2. D'accord? On a 2 électrons. Donc, l'orbitale S est pleine. La première colonne, on va appeler ça les alcalins. La seconde, ça va être les alcalino-terreux. Donc, celle-là, on appelle des fois la 1,1, la 2,1. La 2,1, ce sont les alcalino-terreux. On a déjà vu celle-ci qui est les gaz rares ou gaz nobles. Et les 2P5, l'avant-dernière, c'est la colonne 7A et on appelle ça les halogènes. Donc voilà, on a terminé la leçon. Donc c'est ce que je vous disais, hein, avec les différents blocs. Donc ici, on a le bloc S, avec la première colonne, les alcalins, la deuxième, les alcalino-terreux. On a le bloc D, ce sont les métaux de transition. Le bloc F, ce sont l'anthanide et actinide. Et le septième, c'est celui-là qui est le plus connu, ce sont les halogènes. Donc voilà, comme ça j'aurai terminé la leçon. Je vous remercie, à bientôt.